Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouveau débat des UFC copains. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Paul. Salut mon copain. Salut la laille. Content de t'avoir. C'est pas... Ah oui, ça faisait un petit moment avec l'ami Aurélien qu'on appelait, on militait pour ton retour sur le FC copain. Donc, très content de t'avoir. Bon, boycott, monsieur. Elle était élevée la cote? Non, je boycotte. Ah, tu boycottes. Ah ouais, d'accord. Ok. Il y a des messages avec qui je ne veux pas débattre. Ah ok, d'accord. Bon bah écoute, pour notre fil rouge avec Aurélien, c'est bien. Ça entretient le fil rouge. C'est plutôt pas mal. Hâte de vous avoir tous les deux pour un débat. Je pense qu'on va bien se marrer. Bon, en tout cas là, nous on va parler foot parce que là il y a quand même pas mal de petits sujets intéressants dont on va parler. Donc moi je te propose le premier sujet de ce petit foutoir, ça va être Lacazette et Mikotadze pas remplacés à l'Olympique Lyonnais. Et on pose la question, est-ce que l'OL fait le bon choix en ne recrutant pas d'avant-centre? Spontanément, qu'est-ce que t'en penses, toi, mon copain? Alors, moi, j'étais plus sur ce qu'ils ont fait le bon choix, c'est ce qu'ils ont eu le choix. Ils ont eu le choix au final. C'est pas mal comme variation, c'est pas mal. Mais ouais, parce que on connaît la situation dans laquelle était l'OL après le départ de l'ami Textor. Donc vendre absolument. Voilà, on revient au fameux Fofana Mikotadze. Ça s'est fait sur le numéro 9 et ouais, derrière t'es pris de court parce que Mikotadze il signe le dernier jour du mercato officiellement. Ouais. Même si tu sais 2 ou 3 jours avant, enfin donc t'es quand même dans l'urgence. Quoi qu'il arrive, tu prends un peu Satriano de on ne sait où. Voilà, tu es allé le chercher celui-là à l'arrache du côté de Pierre Sage et donc au final, ouais, tu limites la casse avec ce choix d'avoir qu'un seul vrai neuf. Avec Satriano, t'en perds 2 de qualité plutôt haute, un qui était prévu avec Lacazette, libre, et un qui était pas prévu et tu en récupères un en prêt qui était numéro 3 à Lens, je pense, Satriano. Ouais. Satriano, en plus, si je me trompe pas, il était blessé en plus. Il a pas joué d'un match pour blessure. Et je sais pas s'il y a, après, des trucs, il y a pas eu un mariage ou un bébé qui est arrivé. Enfin, je crois qu'il y a un truc comme ça. Bon, en tout cas, il sort pas d'une saison pleine. Et en fait, la question, quand on essaie de poser ça, c'est-à-dire que, est-ce que, véritablement, l'OL, j'entends bien la nuance que tu mets, t'as raison. Est-ce que l'OL avait le choix dans cette histoire? Bah, il y a de fortes chances pour que non, vu. En fait, t'aurais pu le remplacer. Là, c'est ce qui s'est dit hier du coup lors de la conf. C'est Gallagher qui dit ça. Il manque un numéro 9, ça il le dit ouvertement. Ils auraient pu le remplacer, sauf qu'ils n'ont pas voulu se jeter sur des noms en mode panic buy. Alors oui, attendre. Alors lui il dit attendre soit on va dire un joker dans les semaines qui arrivent, s'il y a un nom plutôt clinquant qui vient, qui se lance dans les bureaux, ou à janvier. En fait, l'ajustement janvier. Moi, on va dire là, vu la configuration, si on part en plus, comme tu viens de dire, sur l'envie de pas faire un panic buy et donc de pas acheter un gars plus cher. Ok, je comprends bien. Là, on est en hors période des transferts, donc ça sera forcément un joueur libre. Mais est-ce que ça sera un joueur qui sera adapté, on va dire, pour pouvoir arriver tout de suite dans la rotation? Un joueur libre ou un joueur Ligue 1. Tu sais, t'as droit, comme Verretou, là, il achète droit un joker en Ligue 1. Mais bon, après, qui aujourd'hui tu vas aller chercher en Ligue 1 en cours de saison? Qui va lâcher on va dire un attaquant titulaire en Ligue 1? Tu trouveras personne. Sauf cas d'un attaquant qui est en souffrance et qui véritablement a perdu sa place et c'est grillé pour lui. Autant dire, c'est quand même ça sera pas niveau Aubameyang, tu vois. Ah bah non, et en plus c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que est-ce que l'OL n'achète pas parce que on va dire n'a pas les moyens, ou est-ce que n'achète pas parce que réellement il n'y a pas de vraie plus-value? Parce que c'est plutôt ça, moi que je vois. J'ai l'impression que quitte on va dire à le remplacer, autant le remplacer avec des joueurs cohérents. Et si on n'a pas ces joueurs cohérents, eh ben on fera avec l'effectif. Et c'est ça. C'est ce qui s'est dit hier apparemment, où ils avaient proposé un nom à Fonseca, un neuf à Fonseca, et lui a préféré décliner ce profil.
Après, tu vois, là, je partage des stats. Là, factuellement, dans l'effectif, en attaquant, hein, je parle pas en avançante, mais en attaquant, il te reste Nuama, Fofana, Satriano, on vient de le dire, Afonso Moreira, voilà, Enzo Molebe, voilà, et Alejandro Gomez Rodriguez. Ça te fait quand même peu de joueurs, on va dire, sur lesquels te baser dessus. Alors après, tu peux avoir le ligament croisé. Et tu peux avoir le Soulch aussi, peut-être, qui peuvent jouer à des postes similaires. Mais il y a quand même un manque. Et dans la rotation, comme là, on arrive dans la période de Coupe d'Europe, moi, j'ai peur que ça fasse un petit peu juste. Mais dis-moi toi, en fait. C'est sûr que tu compares avec les autres lignes offensives des clubs, on va dire, rivaux en Ligue 1. Ça fait un petit peu tâche. Honnêtement, t'enlèves Fofana, c'est très léger. Ah oui. Oui. Noama, tu sais pas dans quel état tu vas récupérer après son ligament. Et le reste, c'est du jeune, du très jeune. Et on l'a vu, même contre l'OM. On l'a vu contre l'OM. Alors évidemment, l'OL fait un super match et mérite largement sa victoire. Mais on a bien vu qu'il manquait un 9. Parce que moi, je te dis spontanément, quand j'ai vu le match, si t'as Miko Tadze qui est là sur ce match-là, mais le match est plié dès la 20e ou 30e parce que t'as des vraies occasions. C'est pour ça que, ok, peut-être que si t'as pas réellement de quoi acheter vraiment, de quoi faire une plus-value, tu gardes ton argent, et vu comment c'est compliqué à l'OL en ce moment, je comprends, mais de l'autre, j'ai quand même peur qu'à un endroit, tu sois rattrapé par le fait de pas avoir de neuf de métier, et pas de neuf de métier quand t'es un minimum ambitieux, ça me paraît compliqué. Tu seras forcément rattrapé dans la première partie de saison. En fait, à voir après janvier selon ce que tu fais, mais d'aujourd'hui à janvier, tu auras forcément des matchs où on va se dire ça. Parce que là, Satriano explose. Ce serait surprenant que Satriano finisse à 20 buts en Ligue 1. Tu vois, j'ai du mal à y croire. Mais en fait, tu peux penser à une belle surprise pour Satriano, mais maintenant, vu de l'état dans lequel il arrive, la saison compliquée qui vient de passer, il arrive dans un nouveau club. Ça paraît compliqué que ça matche. Ça peut matcher, hein, mais peut-être un peu plus sur la. Comme c'est ton seul vrai neuf, logiquement, il va enchaîner les matchs. Sauf si Fonseca préfère tenter un Tolisso en faux neuf, on part ça comme il a fait dernièrement, mais il va enchaîner les matchs. Après, s'il enchaîne les matchs, il peut mettre ses 10 buts. Si l'OL joue collectivement aussi bien que sur les premiers matchs, et t'as pas de mec blessé, un Fofana qui se blesse quelques semaines, un Tolisso qui se blesse quelques semaines, et que tout roule bien, Satriano va forcément mettre des buts. Après, à savoir si ça va être une révélation à Mariano Diaz, où le mec va te faire une saison de feu, ou si ça va être un mec qui passe pas forcément le palier en enchaînant les matchs et qui te met, il finit sa saison à 8-9 buts, on va dire comme un attaquant lambda de Ligue 1 qui joue titulaire tout le temps. Après, de toute façon, avec cette Coupe d'Europe, tu vas être obligé de sacrifier. Alors après, en tout cas sur ce poste-là, de sacrifier des matchs. Et en fait, tu repars un peu à l'époque Rémi Garde où tu avais ces problèmes d'argent à cause du stade du stade qui était la construction. Donc, c'est là où t'as la révélation avec tes petits jeunes qui ont commencé à enchaîner, les Tolisso, les Fekir qui prennent du temps de jeu là-dessus, le Gueïda Fofana. Voilà, donc peut-être c'est peut-être l'occasion de voir un Enzo Molebe, tu vois, beaucoup plus donc déjà sur le terrain, mais en plus avec du temps de jeu. Peut-être l'occasion de voir le petit Rodriguez aussi. C'est peut-être un mal pour un bien aussi. On n'en a pas parlé aussi, mais il y a un Guézal qui arrive. Alors, ok, évidemment, ce sera peut-être plus dans la partie milieu de terrain, peut-être. Mais on va dire, ça fait un joueur offensif de plus qui vient. Alors après, quid de l'état dans lequel il est, ça j'avoue, je sais pas. Mais ça te fait encore on va dire, une solution supplémentaire. Et oui, tu peux peut-être, moi je pense, vraiment, tu peux peut-être tirer jusqu'à janvier. Maintenant, comme tu l'as dit, je suis assez d'accord. Il risque d'y avoir des matchs que tu vas sacrifier parce que justement, t'as pas ce neuf. Maintenant, faut être clair, je pense que les objectifs cette saison de l'OL, c'est de terminer dans le top 4. Et vu, on va dire, le début de saison qui peut y avoir, la dynamique qui peut y avoir, et même sans ce poste de numéro 9 couvert, j'ai envie de te dire que si tu tiens jusqu'à janvier dans le peloton de tête, et que justement tu prends un attaquant en janvier, on va dire un vrai numéro 9, je dis pas forcément un killer des surfaces, mais un vrai numéro 9, tu peux largement, on va dire, rehausser tes objectifs et avoir vraiment
l'ambition de terminer dans le top 4. Sans 9, pour moi, j'avoue, ça me paraît compliqué d'arriver à faire une saison où tu tiens les objectifs en Ligue Europa et finir dans le top 4. Ça me paraît compliqué quand même. Tu peux pas faire il y a moins que Satriano explose, mais il y a encore, tu peux pas jouer les 2 tableaux avec un seul 9. C'est obligatoire. Après, pour faire plaisir à Aurélien, on peut aller lui prendre Kinayoko en janvier pour 500 000. Il part 6 mois plus tard libre. Si vraiment on peut aider. Voilà. Alors, il va pas mettre ses 15 buts, hein. Et il mettra ses petits buts, voilà. Il connaîtra un peu le plus haut niveau, passera un petit gap. Ben non, mais après, hein. T'as raison, tu rigoles dessus, mais c'est vrai. Si Sinayoko vient à rejoindre l'OL cet hiver, oui, on pourra parler de progression sportive pour lui. Et pour l'OL, on vient de le dire, ça permettra d'avoir un 9, on va dire un minimum de métier qui te permet, on le disait tout à l'heure, tu vois, les situations que Fofana peut, les situations que Fofana peut créer, les décalages et on va dire le jeu collectif qu'on a pu voir. Ouais, pour moi, si tu le sublimes avec un 9, ouais, tu peux réellement là regarder tous les autres concurrents pour le top 4 quasiment dans les yeux parce qu'il y a un fond de jeu. Après, il faudra voir si le fond de jeu reste. Mais au-delà de pas acheter un 9 en janvier, parce que financièrement, on sait pas, voilà, l'OL, j'ai l'impression que c'est semaine après semaine pour le plan financier. Il y aura forcément des petits coups à faire en prêt, mais c'est des trucs tout cons. Mais là, tu vas chercher un Dalinga à Bologne, sachant que tu as Castro et Immobilier devant lui. Si Immobilier se répète pas, tu as un Esposito à l'Inter. Pareil, si ça tourne bien l'Inter, il n'aura pas de temps de jeu. Tu as des petits coups à faire comme ça, mais c'est encore assez loin pour prévoir ces choses-là. Oui, non, ça, et puis tu l'as très bien dit tout à l'heure. Pour l'instant, à l'OL, en termes de recrutement au mercato, on fait un peu au jour le jour, voire peut-être semaine par semaine. Mais là, vraiment, tu peux pas partir réellement sur des objectifs de joueurs à aller suivre. Maintenant, dernier point, pour terminer notre débat aussi, attention, l'OL, si là, on reste un peu sur cette vague, t'es aussi un peu plus attractif pour attirer aussi un joueur, à la différence de tu vas être trop bloqué niveau salaire parce qu'ils ont ils ont un peu l'épée de Damoclès là-dessus de pas dépasser. Ouais. Donc tu vas vite être bloqué à part si le mec te fait un effort financier. Mais aujourd'hui, bon, ils sont pas énormément à vouloir faire des efforts financiers, voilà. Hein. Donc, tu les comptes sur les doigts de la main, hein, les joueurs qui veulent faire Bah ouais. À part si tu trouves tu vas chercher un petit gars de 20 ans dans un petit club du Nord, enfin des petits championnats un peu mineurs et qui se révèlent. Faut avoir le nez fin là-dessus. Attention, hein, Faris Moumbania, il vient aussi d'un championnat scandinave. Hein. Oui, mais oui, c'est vrai. Non, mais après. Donc faut faire gaffe. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire gaffe. Oui, tu peux avoir des mais attention. Tu perds pas financièrement au final. De toute façon, silhouette de magouille, mais si on va par là, de toute façon, quoi qu'il arrive avec Pablo Longoria, généralement tu retombes sur tes pattes. Mais bon, c'est plus là pour le coup le sportif. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu peux peut-être aller faire un coup dans un championnat moins huppé et avec des joueurs peut-être plus demandeurs. Attention, voilà, c'est pas non plus l'Eldorado, non plus le championnat norvégien ou danois. Hein. Faut se calmer aussi. Il y a dans ce championnat parce qu'ils sont aussi moyens aussi. C'est pour ça. Évidemment. Après, l'OL par chance, on va pas en partie de saison. Ligue Europa, t'as pas un tirage monstrueusement compliqué. Oui. Donc t'as cette chance-là j'ai une connerie. Si t'as 9 points après 3 matchs, tu peux te permettre de plus faire tourner et donc là de donner du temps de jeu et même de pouvoir faire souffler des mecs tout simplement. Donc, oui. Et puis après, tu l'as dit aussi, il y a peut-être l'option du Enzo Molébé. Moi perso, je le connais pas. Maintenant, il a plutôt une bonne réputation. C'est un jeune, il a un potentiel. Après, voilà, il va forcément prendre du temps de jeu. Vu l'effectif que tu as aujourd'hui, il est beaucoup trop limité en attendant déjà le retour de Noama sur les ailes. Tu n'as pas non plus 50 000 choix. Même si tu as Rachon Ghezal qui est là, mais à gauche, derrière Fofana, ouais, c'est Moreira, quoi. Donc, c'est au jeune de prendre ce ticket-là. Hein. C'est la saison où tu peux avoir une opportunité. Ouais, on l'a dit, ça sera une opportunité. Mais moi, en tout cas, pour trancher notre débat, je vois que, ok, il y a un peu d'inquiétude, mais on n'est pas non plus sur on va dire
un scénario catastrophe avec bon, ça tiendra pas, ça marchera pas. Là, on a quand même évoqué certaines possibilités où l'OL peut arriver à se maintenir jusqu'à janvier et peut-être se renforcer, peut-être faire confiance à Satriano plus Molébé et dans la dynamique, ça peut aussi coller. Donc, je te sens pas forcément inquiet particulièrement pour ce truc de numéro 9. Pour moi, l'objectif de Lyon cette année, c'est d'être européen. C'est top 6, top 7 en fonction. Bah, pour moi, top 4, alors, je demande qu'à être surpris, hein, mais tu vas forcément pâtir du rythme avec l'Europe et il suffit que tu aies une blessure, un Tolisso qui se pète, parce que t'as pas énormément de profondeur à tous les postes, hein. En tout cas, en termes de qualité, vraiment. À part si les Tchèques, vraiment, voilà, après, ils ont montré des belles choses, mais ils ont montré 3 bouts de match, voilà. À part si ça explose, voilà, t'as des joueurs qui arrivent à se révéler, c'est ta seule chance de combler des possibles manques de certains cadres, voilà, c'est qui peuvent faire très mal, hein. Non, mais là, moi, je te vois pas effondrer, en fait. Je te vois pas effondrer avec, ouais, non, bon, là, c'est bon, la saison. Alors, ok, le contexte est plutôt positif. L'OL a gagné ses 3 premiers matchs, a pas pris de but, a gagné l'Olympico. Donc, ça démarre très bien. Mais tu pourrais être un peu plus inquiet. On va dire, j'ai l'impression que tu lui fais confiance à Fonseca et que, ok, c'est pas génial parce qu'il manque un 9, mais on va lui faire confiance un minimum. Bah oui, parce que même dans le jeu, c'est plutôt, voilà, t'as toujours des errements dans le match, voilà, t'es pas à 90 minutes au même niveau, mais t'as des belles choses collectivement déjà, donc, le collectif va prendre le pas, à mon avis, sur ce manque de 9 où t'as un Tolisso qui stat en étant clos sur le terrain, t'as des mecs, un Fofana qui s'est staté aussi, t'as les Tchèques qui ont déjà planté. Je pense que tu vas un peu répartir tes buts un peu partout et ouais, collectivement, je pense que c'est en train de prendre le dessus. Après, je te compare l'effectif aux rivaux. Pour moi, Lille a un meilleur effectif. Monaco, Oui. Après, Monaco, oui, mais ça va aussi dépendre de l'ami Pogba, Fati, si ça prend pas. Marseille a un meilleur effectif. Paris, j'ai une meilleure catégorie. Enfin, pour ça, pour le top 4, j'attends janvier. Si t'es dans le coup, oui, je te rejoins sur le top 4. Aujourd'hui, pour moi, c'est top 6, même à Strasbourg, en soi, l'effectif est plus complet, où t'as plus de quantité, qualité sur le banc. Donc, ça fait des petites différences. En plus, tu nous fais un petit teasing en plus pour le sujet qui va bientôt arriver. Non, c'est pas mal. Bon, moi, je vois juste, je comprends bien, pas d'inquiétude particulière. Il y a un contexte, mais on va dire, on peut envisager un minimum sereinement la suite, malgré le fait qu'il n'y ait pas de numéro 9. Donc, écoute, c'est déjà une belle avancée. Alors que tu permets les derniers jours du mercato. C'est quand même pas mal. Si Fofana se pète contre Rennes, j'ai un autre discours. Ah oui. Non, là, par contre, oui. Là, si t'as pas de 9, mais qu'en plus, tu perds ton meilleur joueur offensif, oui, là, ça va commencer à devenir compliqué. Non, mais là, c'est logique. Mais n'importe quelle équipe, tu perds tes joueurs déstabilisants, oui, ça va être compliqué pour arriver à faire du jeu. Donc, oui, mais tu vois, les clubs que je t'ai cités, ils ont du banc, forcément moins bon que le titulaire, mais ils ont du banc où tu es un peu plus serein que là de lancer à Afonso Moreira, quoi. C'est exactement ça. Bon, écoute, après, moi, ce que j'ai pu voir d'Afonso Moreira, c'était pas dégueulasse. Il avait une bonne qualité de centre. Non. Oui, non, mais ça a l'air d'être un pur ailier qui peut faire des divs balles au pied. Après, voilà, c'est toujours pareil. Est-ce que un match, il va te faire une grosse entrée? Est-ce que le match suivant, il va réussir à rééditer cette perte? S'il était au Portugal dans un petit club et qu'il arrive à l'OL aussi, c'est voilà. Oui, c'est toujours la même chose. Si le gars avait, on va dire, un autre CV et une autre réputation, t'arrives pas forcément dans cet OL-là cet été. Il a tout à prouver, tout à gagner. Bon, écoute, en tout cas, moi, je vois quand même un minimum de sérénité. Ce que je signale et que je trouve plutôt positif pour l'OL parce que on pourrait, comme je l'ai dit tout à l'heure, être catastrophé. C'est juste aussi, il faut se rappeler qu'il y a 3 mois, tu es provisoirement en Ligue 2. Ouais. Et on te promet l'enfer sur le mercato. Oui, c'est vrai que les up and down qu'il y a pu avoir font que peut-être tu as une petite sérénité avec bon, écoute, c'est que ça. Bon, écoute, c'est pas grave. La place en Ligue 1 pour l'instant, c'est.
voilà, je pense qu'on s'attendait à pire sur le mercato en termes de départ et même en termes d'arrivée. Au final, tu ne savais pas si tu pouvais recruter. Et voilà, on va dire qu'on s'en sort après 3 matchs. C'est ça. Et tu as gardé un de tes meilleurs joueurs, on l'a dit, Fofana. Voilà. Donc, au final, c'est bien ce que je dis, le bilan est positif malgré tout ce qu'on a pu décrire dans le contexte qui peut être négatif. Bon. Écoute, je te propose le prochain sujet qui est Gattuso est-il un problème ou une solution pour l'Italie? Et on pose la question, est-ce que c'est l'homme de la situation pour la Nazionale? Ça m'intéresse d'avoir ton avis dessus, mon copain. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Un problème, certainement pas pour moi. Alors, une solution, on va nuancer. On va dire une solution par défaut. Non, il y a un CV quand même derrière Gattuso. Bon, ok, il y a le footballeur, mais il y a le CV de coach. Donc bon. Là, j'aime bien la nuance qui arrive en dernière, en deuxième lame. Avec oui, mais on va pas non plus se tromper. On connaît Gennaro aussi. Bon, vas-y, continue. Non, mais aujourd'hui, la réalité, c'est que après Spalletti, t'avais pas non plus 50 000 mecs dispo. Moi, j'ai fait une petite liste. T'avais Thiago Motta, qui vient de débuter du coup sa carrière de coach avec l'échec à la Juve. Donc, est-ce que c'est pour beaucoup trop tôt? Palladino qui était sexy aussi, mais pour moi, on en a déjà parlé. Pour moi, c'était trop tôt aussi d'aller en sélection. Enfin, je pense que lui. Oui, ça pouvait être tôt. Ça pouvait être tôt. Je suis assez d'accord. Et là, on a une petite brochette. Un trio Cannavaro, Giampaolo, Camoranesi. Voilà. Donc, il y en a un que tu oublies. Il y en a un que tu oublies. Tu vas me dire Nesta? Non. Mais pour moi, un Daniele De Rossi, moi, j'avoue que j'aurais été le chercher. Oui, tu vois, je l'ai même pas mis dans ma liste. Mais oui. Bah, tu vois, pour moi, je te mets Gattuso, De Rossi au même niveau. Et je te mets les autres en dessous. En termes de choix, quand t'es la Fédé qui doit chercher son coach. Moi, je vais te dire, je vais même aller plus loin. Je mettrais même De Rossi au-dessus. Pourquoi? Parce que De Rossi, ce qu'on a pu voir, ok, c'est peut-être pas Pep Guardiola. Maintenant, ce qu'on a pu voir de sa Rome était assez intéressant. Bon, il s'est fait gicler au bout de 4 matchs la saison suivante. Et la différence, c'est qu'en fait, Gattuso, moi, je sais un peu ce que ça donne. Alors oui, je l'ai pas vu à la tête de la nationale. Donc là, c'est pour ça, ok, peut-être que l'espèce de côté motivation, transcender les gars, ok, peut-être que ça peut marcher. Mais si on va sur ce terrain-là, pour moi, un De Rossi pouvait faire exactement la même chose. Oui, aussi. Oui, c'est au niveau caractère, en tout cas. Alors, Gattuso il fait un peu plus peur, on va dire visuellement, mais oui, en termes de caractère, dans le vestiaire, je pense que De Rossi, s'il doit lever la voix, ça ferme sa gueule et ça écoute. C'est ça. Donc, en fait, moi, ce pourquoi je pose la question sur Gattuso, est-ce que c'est un problème ou une solution, c'est que, ok, là, avec les noms que tu m'as dit, ouais, j'avoue, il y avait trop de risques, soit des gars pas assez expérimentés, soit des gars peut-être qui étaient casse-gueule. La situation dans laquelle il arrive, c'est que tu es dos au mur. Tu peux pas te permettre un Thiago Motta où tu as zéro garantie aujourd'hui. Oui, non. Thiago Motta, c'est trop risqué. Et tu l'as dit, son échec à la Juve fait que c'est pas il est blacklisté, mais pour l'instant, tout de suite, passer d'un échec à la Juve à prendre la nationale en souffrance, je suis pas sûr que même pour lui, ça soit un cadeau. Pour ça, là, en fait, tu as un pompier, tu as besoin d'un pompier, et pour le coup, Gattuso, De Rossi, c'est des pompiers aujourd'hui. Bah oui, bon, alors, ok. Donc maintenant, moi, j'ai placé mon De Rossi. Maintenant, parlons un petit peu plus de Gattuso. Je vais partager les stats. On va être clair, Gattuso, c'est quand même un entraîneur, je l'ai dit tout à l'heure, et pour moi, c'est un entraîneur moyen. Donc moi, je vais pas dans la catégorie c'est une escroquerie, c'est un coach qui est nul. Non, je pense pas qu'il est nul, parce que voilà, là, je partage les stats. On est à 379 matchs en tant que coach, 169 victoires, 102 nuls et 108 défaites, 1,61 points par match. Bon, on est sur un entraîneur moyen, en fait. On est sur un entraîneur comparaison, Spalletti, c'est 1,79 sur la carrière. Bon, après, la carrière est plus longue quand même oui, non, mais je compare avec l'ancien sélectionneur. Finalement, c'est pas si loin. Et Gattuso a eu des moments
Enfin non, même pas. Il a pas eu beaucoup d'équipes dominantes dans son CV. Donc bon, ça peut peut-être se coller. Maintenant, on va pas comparer, on va dire l'aspect tactique d'un Spalletti avec ce que peut nous mettre un Gattuso. Maintenant, faut être clair. Le fameux tactique de Spalletti, on l'a quasiment pas vu. Hormis un match ou deux à la tête de la nationale, on l'a pas vu en fait. Tu es au Parc des Princes. Voilà. Quand tu vas gagner contre les Bleus, et bon, où tu as vraiment vu un truc où l'Italie est surprenante et tout, tu restes beaucoup sur ta faim et puis tu restes sur l'Euro aussi où faut le digérer aussi. Le jeu que tu prônes à l'Euro et la façon dont tu sors, oui, après il a fait son mea culpa, hein, et oui, clairement Spalletti, il a pas marqué des gros points alors qu'il arrivait, on arrivait avec un mec qui venait de taper le Scudetto avec le Napoli, qui était le dieu de Naples. Il a un peu niqué sa crédibilité, en tout cas pour un nationalais, oui, il a pris du plomb dans l'aile. Après, là, même humainement, je te coupe juste 2 secondes. Même humainement, j'ai trouvé que il répondait pas aux attentes, Spalletti. C'est-à-dire que l'Euro, il a mis du temps à, je pense, à vraiment endosser ce costume de sélectionneur. À se rendre compte que c'était différent. Alors que pour moi, je suis d'accord, il a mis du temps, on va dire, à intégrer à prendre la mesure du poste. Mais pour moi, c'était au moins un des trucs sur lequel tu pouvais compter directement dessus, vu l'expérience, vu ça. Ok, il a jamais fait sélectionneur, mais là c'était pour lui un peu une espèce de couronnement. Tu vois, c'est la carrière. Tu viens de gagner le dépôt comme tu l'as gagné. Tu prends la tête de la sélection. Bon, il y avait beaucoup d'attentes. Alors ok, au niveau du jeu, on a été déçus. Je te dis, moi humainement, j'ai été déçu. Et si justement c'est un Gattuso là qui finit par prendre la place, c'est que j'insiste dessus, humainement, il y a eu un souci. Et je pense que ce groupe-là, il a un problème mentalement, en fait. Donc, est-ce que Gattuso, ça peut être, là, pour le coup, la solution mentale à cette équipe qui semble paralysée et qui, à certains moments, balbutie son foot? Sur ce plan, moi, je pense que oui. Parce que, on va pas refaire le CV du gars encore en tant que joueur, mais je pense que mentalement, on est sur du mec plutôt haut. Ah oui. Dans son staff, il a des mecs aussi, il a du Bonucci, il y a du vécu. Bonucci, Buffon, Barzagli, je crois aussi dans le staff. Donc il a des mecs qui parlent tu parles dans le vestiaire, franchement, t'es Bastoni, t'es Calafiori, bon, tu t'assois, t'écoutes un peu, quoi. Oui, mais après, alors, je vois ce que tu veux dire. Et d'un côté, je partage même à 200% ce que tu dis. C'est-à-dire, il y avait besoin d'un mec qui incarnait plus le poste et peut-être qui faisait sortir 200% de ces joueurs-là. Maintenant, c'est aussi la question, on le dit très souvent, et je me rappelle, on avait fait un débat, pas avec toi, mais avec un autre copain à Posesino sur la chaîne, où on parlait de Gattuso et sa manière, en fait, de réagir sur le banc, tout ça. À certains moments, en fait, ça les inhibe, les joueurs, en fait. Et le fameux côté, allez, on met les cojones sur la table et on se bouge le cul et on se met des gifles ensemble, ça va un temps, en fait. Et c'est là, et pourtant, Dieu sait que j'adore Gennaro Gattuso, mais pour moi, c'est sa limite, en fait. C'est que il y a ce problème-là qu'on vient de dire au niveau de la gestion des émotions. Et là, tu me parles de gars, moi je préciserai pas le numéro 19, mais Buffon qui est là ou Barzagli, est-ce que c'est des gars qui réellement peuvent le monter vers le haut sur l'aspect tactique? C'est des gars qui, pour moi, pour l'instant, ils en sont qu'au début de leur parcours de coach, dirigeant, d'accompagnant, tu vois. Bon, je pense qu'ils sont sur leur rôle, c'est accompagnement et montrer en gros t'as un staff soudé et qui a de l'expérience. Enfin, c'est comme Laurent Blanc qui est avec Bogossian dans le staff. Ok, je vois. T'as un truc comme ça. Et en fait, il faut aussi se dire qu'il arrive avec une mission qui est quasi impossible. C'est ça aussi. C'est vrai, t'as raison de le préciser. Ouais, je l'ai pas dit, mais t'as raison de le préciser. C'est que Gattuso, peut-être que dans un an, c'est fini. Enfin, il est vraiment dans son rôle de pompier. C'est pas où tu te dis, tu vois, De Rossi, pour moi, un peu comme il fait à la Roma, tu vois, il arrive en cours de saison en intérim, on va dire, en pompier, et oui, bon, il embraye, bon, finalement, ça s'est pas fait, hein, il a sauté très vite, mais t'es dans l'idée de le mec qui a prouvé sur les 6-7 premiers matchs que c'était cohérent ce qu'il faisait avec la Roma, boum, prolongé, on t'installe. Et pour moi, De Rossi, tu peux faire ça plus tard avec la Nazionale. Là, dans une mission qui est, je pourrais pas te dire
combien de pourcents je mets la mission qui est d'aller au mondial aujourd'hui. Enfin, en tout cas, quand il arrive, donc avec le retard sur Israël. Je sais pas, mais en tout cas, on n'est pas sur du plus de 50% de chances d'aller au mondial. Donc lui, pour moi, c'est un pur pompier. Et donc, c'est pour ça que je pense que tu mets les Coronets avant la tactique sur cette année qui arrive de match de qualif. Donc toi, tu le vois réellement comme bon, après ça s'entendait, hein, mais tu le vois vraiment comme un one shot. Et derrière ça, ok, tu feras peut-être la qualification pour le mondial si ça tourne bien. Ok, on te laissera le mondial, mais derrière ça, on va pas construire avec toi. On est d'accord. Si tu veux, alors, pour le coup, ça, je sais pas. C'est que pour moi, si l'Italie va pas au mondial, je pense que tu repars sur un nouveau cycle. Ah oui, non, bah là, il y a aucune, même lui, si tu vas au mondial, en soi, Gattuso, si tu vas au mondial, il peut arriver le CV sur la table de la Fédé et dire bon les gars, on fait quoi? J'avais une mission avec 20% de réussite, je vous ai amené les mecs au mondial. Bah maintenant, c'est avec moi. Bah, en fait, c'est pour ça justement que je te posais la question. C'est pour ça justement que je te posais la question de savoir si c'était pas un problème. C'est qu'en fait, peut-être, comme tu viens de le décrire, s'il réussit sa mission, bah derrière, t'es coincé. Parce que, attends, il y a même un truc, c'est que l'opinion publique, à partir du moment où Gattuso arrive, reprend l'équipe où elle est, la qualifie pour le mondial, mais attends, mais là, je te le dis, c'est vendu tout de suite. Ils vont vouloir qu'il reste. Mais donc, moi, je suis pas sûr que c'est un problème. Je suis pas sûr que c'est un problème. Tu vois, pour moi, ce costume il a plus de costume de sélectionneur que de coach de club. Ça, oui. Ah, d'accord. Ah, ok. Ça, je suis d'accord. Donc, je suis pas sûr. Ça, c'est pas le mec qui va travailler il a pas besoin de travailler tous les jours avec un groupe parce que tactiquement, il est un peu plus limité que Spalletti. Je pense qu'on peut le dire. Voilà. Oh, j'aime bien. Tu manies très, très bien l'euphémisme. Alors là, franchement, là, je dois dire, elle est pas mal. Je veux pas trop mouiller parce qu'on sait jamais. Peut-être qu'il peut. Il est encore jeune en termes de coach. Il se couvre. Il se couvre, le coquin. Ah, non, oui. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà. Donc, moi, je pense qu'il est plus fait pour ce rôle de sélectionneur. Après, il n'arrive pas dans les meilleures conditions. Et en tout cas, il a rien à perdre. C'est un peu dur parce que ça fera un 3e mondial sans Italie. Mais est-ce que ce serait lui le fautif? Non, là par contre, là faut être très clair. C'est pas lui qui prend le 3-0, c'est pas lui, on va dire, qui entretient cette espèce de traumatisme des éliminations et de la lose. C'est pas lui. Là pour le coup, faut être très honnête. Lui, il arrive. Alors, par contre, si tu paumes en demi de barrage contre la Macédoine, là, oui, peut-être que tu peux lui mettre un tir. Bah oui. Ah mais de toute façon, je pense que c'était le cas pour comment il s'appelle pour Spalletti, mais parce que Spalletti a pas pour Mancini pardon, mais Mancini avait pour lui le fait d'avoir gagné l'Euro. Donc il y a un endroit où tu as une espèce de tolérance. Maintenant sortir par la Macédoine du Nord, même avec l'Euro qui avait été remporté chez moi, je parle bien chez moi, ça reste pas, ça ne reste pas. Surtout que la com était pas bonne derrière. Ben c'est ça. Donc après, maintenant, voilà, on va finir de trancher ce débat. Pour toi, tu penches plus vers la solution que vers le problème et le côté homme de la situation, ça te va. Maintenant, t'es lucide sur les performances et le niveau du coach. Tu t'attends pas à grand chose, mais tu lui fais plutôt confiance sur la mission qui lui est donnée, si j'ai bien compris. En fait, même je m'attends pas à grand chose et encore. Enfin, le match contre l'Arménie, il est abouti. Alors oui, tu es contre une faible nation, mais tu as quand même des choses très positives. Et là où tu retrouves un peu alors je suis pas sûr qu'il soit expliqué en conf, peut-être ce coach qui se cherche et qui a un peu peur, c'est que le match qui compte, parce qu'Arménie il comptait, mais bon, on va dire que c'est pas surprenant de s'imposer contre l'Arménie. L'Estonie. Le match qui compte, l'Estonie, depuis tout à l'heure, j'ai mis, excusez-moi, oui. Arménien, vous laissez pas. Oui, pardon, je me gourre avec le Portugal. Non, mais le match où il était attendu plus, c'était l'Israël. Ouais. Et là, alors, au moment où tu te dis, il y a peut-être un truc à faire, il repart sur un 3-5-2 à la Spalletti en prenant 0 risque et tu vois la bouillie que ça a été. Donc maintenant, j'attends aussi ça, c'est que lui, en fait, mette vraiment sa patte. Et la patte, c'est peut-être de mettre fin à ce 3-5-2 qui a fonctionné très peu, un petit peu, pas assez. Et donc, de repartir sur un autre schéma.
Mais ça, après, aussi, pour le coup, tu es aussi tributaire des performances de joueurs. Oui, tu es tributaire de ça. Maintenant, je pense que pour terminer dans ce sens-là aussi, je pense que là, la sélection doit se fixer sur un schéma, qu'après, tu en travailles un deuxième parce que peut-être, cours de match, est-ce que tu veux, ok, mais il faut arrêter la défense à 4, la défense à 3, à 3 jours d'intervalle pour un groupe comme ça, qui est en manque de repères, qui est en manque de confiance ensemble. Je pense que le fait de passer d'un schéma à l'autre, d'un match à l'autre, ça va pas aider on va dire, à leur donner confiance et surtout retrouver un fond de jeu. Donc, comme il veut, soit le 3-5-2, soit le 4-3-3, comme tu veux, Gennaro, mais par contre, tu te fixes et t'arrêtes de passer d'un schéma à l'autre. Parce que je te dis, cette équipe-là, on est tous d'accord, il y a de la qualité, elle a les moyens pour se qualifier pour le mondial, mais on en est arrivé à se poser cette question-là parce qu'en fait, il y a tellement plus de confiance. Et les joueurs, quand ils portent ce fameux maillot, t'as l'impression qu'en fait, il y a un poids énorme qui leur repose dessus, que si en plus t'as le coach qui les met pas bien tactiquement, ouais, bon, on va pas se mentir, les gars, il faut sortir en fait. Pour finir, petite blague, mais c'est quand même fou à quoi ça tient. Une sélection et un coach. C'est qu'à 10 jours près, t'as Allegri qui est dispo. Et il y aurait beaucoup d'heureux. Bonjour. C'est à Milan 10 jours avant. Ouais, mais alors par contre, hein, Dieu sait encore une fois que je l'adore, mais si c'était pour récupérer Gennaro sur le banc du Milan, je suis pas sûr non plus que c'était là. Forcément, c'était pas donnant-donnant, tu l'as déjà eu, Gennaro. Mais bon. Non, mais je suis d'accord. Il y aurait pu avoir cette option-là. Bon, après, ça aurait fait des contents du côté du Milan, mais il y en a certains qui sont déçus, hein, parce que Allegri reste encore un peu en gourou pour certains gars. Tu cherches un coach, t'as De Rossi, Gattuso, Allegri, je suis sûr que ça part sur Allegri, mais tous les jours. Ah non, mais dans les journaux, mais la Gazzetta, je peux te garantir que matin, midi et soir, il milite pour un retour d'Allegri, pour un passage d'Allegri. Non, mais ça, c'est sûr. Ça, il n'y a aucun problème. Bon, écoute, on va essayer d'être optimiste pour Gattuso. Jusqu'au match contre la Norvège. Ouais. Bon, vu le dernier match de la Norvège, il y a de quoi quand même être un tout petit peu inquiet pour la sélection italienne. Avec un peu, si Gattuso, il est la baraka, t'as Haaland qui se blesse avec City. Oui. Avec l'enchaînement des matchs, tu vois. Oui, d'accord. Ødegaard qui prend une gastro, puis on peut en avoir 2 ou 3 pareils qui peuvent avoir aussi ça. Ouais. Mais là, dans ces cas-là, les joueurs, déjà, c'est bien. Déjà, si c'est Haaland, c'est bien. Haaland en moins, oui, je pense que là, ça serait déjà une grosse bonne nouvelle. Bon, allez, je te propose le prochain sujet. Le prochain sujet, alors on va revenir en Ligue 1. Et on va se poser la question si le Racing Club de Strasbourg a fait le meilleur mercato en Ligue 1. Et on termine ce petit débat en posant la question, est-ce qu'ils peuvent ambitionner le top 4 en fin de saison? Est-ce que pour toi, spontanément, Strasbourg en Ligue des Champions ou zone Ligue des Champions, ça te parle ou pas? Non, top 4, je vais sur le nom. Alors, top 6, oui. Ou top 7, européen. Qu'est-ce qui te fait dire plutôt top 6, top 7 que top 4? C'est quoi, spontanément, là, qui te ferait pencher la balance pour ça? Alors, 2 choses. La Coupe d'Europe cette année. Du coup, t'as un rythme à prendre. Ouais. Donc, t'as pas grand monde d'expérimenté. Et donc, ça va sur mon deuxième point. C'est que t'as un effectif très jeune. Et donc, alors, soit ça prend très bien, soit tu auras des errements dans la saison, un peu comme l'année dernière, où tu t'attends à ce qu'ils soient top 4 au final dans le sprint. Tu te dis, ils ont un bon calendrier, ils ont la baraka, et ça s'écroule, et au final, ça prend pas la pire place parce que ça finit européen, mais tu te dis, c'est limite décevant de prendre la 7e place et de faire que config. Ah oui, tu l'as précisé. Au début de saison, tu te dis, Strasbourg fait config. C'est magique. Oui, non, mais t'as raison. On va dire dans la perception de la saison de Strasbourg, en fait, tu passes par plusieurs étapes et je suis totalement d'accord. Sur la fin de saison, je sais plus, il doit rester 2 ou 3 journées. Oui, on est même déçus. Et je pense que les supporters strasbourgeois, ça va être le cas. Ils sont déçus de pas finir en Ligue des Champions vu la fin de championnat. En plus, ils jouent, je crois, Le Havre. Oui, ils jouent Le Havre pour le dernier match. Ah oui, c'est le péno de Touré.
Ouais, le péno de Touré, voilà. Vraiment, il y a de quoi être, il y a de quoi être déçu quand t'es Strasbourg à ce moment-là. Maintenant, on pose cette question-là aussi. Pourquoi? C'est pas parce que juste ils ont fait une bonne saison la saison dernière avec une 7e place à la clé. On va être très clair. Ce pourquoi on pose cette question-là, c'est parce que en fait, j'allais dire Chelsea, mais Strasbourg a été un acteur majeur du mercato en Ligue 1. Si ça n'a pas été l'acteur majeur. C'est le club qui a le plus acheté en France en termes de devant le PSG. Ouais, c'est ça, c'est 118 millions, tu mettais sur le graphe, et le PSG, ils sont à 15 millions de moins. Et donc tu vois, on est sur un club qui a été extrêmement actif, qui a bougé vachement. Et là, je vais partager les stats, mais tu viens de le dire, le montant, c'est une chose, mais après, c'est que en plus, il y a pas mal de joueurs qui sont achetés aux alentours d'une dizaine de millions d'euros. Donc dans ce contexte de Ligue 1 qui est compliqué, où tous les clubs sont un peu en train de compter leurs sous, à part 2-3, les 2-3 gros, Strasbourg, pour moi, il rentre dans une catégorie où tu es obligé forcément de poser la question top 4 ou pas. Maintenant, après, c'est aussi ça la question, c'est est-ce que toi, on va dire ce recrutement-là, ça te marque et ça te enfin, je pense que là, j'ai pas fait la liste, mais tu fais, à mon avis, des stats sur les clubs de Ligue 1 qui ont dépensé plus de 100 millions sur un mercato dernièrement. T'as Monaco, l'OM doit faire une saison à plus de 100 millions, à mon avis. Lyon doit, à mon avis, le passer au moins une fois ou pas loin. Mais on est sur des watch évidemment, et c'est tout. Ouais, c'est tout. Lille, c'est en dessous, je vois pas. Donc non, là, peut-être, rien en cumulé, je suis même pas sûr, tu vois, quand ils font la masse de changements l'année dernière. Mais... Et après, Rennes, sans vouloir rentrer dans le truc, Rennes en plus, il y a un côté où forcément, c'est pas que c'est un peu différent, mais t'as Pinot aussi qui est là, donc on n'est pas sur les mêmes, on va dire, on n'est pas sur les mêmes objectifs. Le club peut arriver à certains moments à lâcher des gros chèques, machin. Là, on est vraiment, je leur partage 118 millions d'achats pour le mercato de Strasbourg. 118 millions. Ah, c'est assez fou. C'est assez fou. Et c'est là où ça va rejoindre la question de savoir si c'est le club qui fait le meilleur mercato. En fait, pour moi, c'est un peu compliqué parce que tu fais quand même beaucoup de paris. Oui. Parce que t'as que des jeunes. Et donc, au final, alors oui, t'as des joueurs qui étaient là l'an dernier, que tu as un Barco, que t'as acheté. T'as qui d'autre? T'as le défenseur de Nottingham, là. Omobamidele. Voilà, très bien. Et donc, tu as des joueurs qui connaissent le coach, la tactique et le groupe. Donc, ça va aider. Mais tu as des paris quand même. Le Panicelli devant. Tu as beaucoup de paris. Donc, c'est ça aussi le risque. Peut-être que dans 6 mois, on se dit, en fait, jamais de la vie, c'est le meilleur mercato. Ils sont 12e du championnat. Conflit, ils ont été ridicules. Ça n'a pas pris. Mais aujourd'hui, oui, tu es obligé de te le mettre. Alors, moi, je les ai mis pour répondre à la question directement. Ouais. Alors, le PSG, je les mets à part parce qu'on est, voilà. Oui, t'as raison. Je pas les mêmes joueurs, donc forcément, c'est différent, mais je les ai mis avec Lille. Ok, donc ça veut dire. Alors, je vois, tu les mets avec Lille, donc ok, bien évidemment, un cran en dessous. Maintenant, Lille, objectif, c'est top 4. Hein. Bah oui. Donc, ça veut dire que si tu les mets dans la même catégorie, ça veut dire que la fameuse question qu'on pose, elle n'est pas si saugrenue que ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment question, est-ce que ce Strasbourg-là, qui a dépensé autant, comme on l'a dit, l'ambition, là, logique, sachant que tu as fait Conference League l'année dernière, l'objectif, c'est d'aller plus haut. Donc, ok, peut-être étape Europa League, mais je pense que pour les dirigeants qui ont dépensé 118, je pense que là, il y a de la Ligue des Champions qui est envisagée, en tout cas. Donc, pour moi, l'objectif, c'est là. Il faudrait mieux que l'objectif soit le top 6 avec l'Europa League, parce que la proba que tu ailles en Ligue des Champions et que tu te fasses rétrograder, parce que tu as Chelsea en Ligue des Champions aussi, elle est quand même très forte. Donc, pour éviter toute déception, un petit 5e. J'avoue, j'y avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que, bon, après...
On a vu 2-3 dingueries ces dernières années, mais tu as raison. Ouais, mais là, tu peux pas tricher, là. Hein. Tu peux pas tricher. Chelsea, ils ont acheté tous les joueurs de Strasbourg pour les reprêter à Strasbourg. Mon Dieu. va falloir être fort dans les arguments pour dire que non, mais non, on ne travaille pas. Non, c'est mort. On pourra toujours arriver à trouver des gars qui plaideront cette cause. Maintenant, tu as raison. Factuellement, c'est un peu compliqué d'arriver à faire, parce que là, c'est vraiment une tierce propriété. Enfin, une multipropriété, mais vraiment très active entre les deux entités. Là donc aussi, j'ai envie de nuancer un peu le mercato, c'est que d'un côté, tu as quand même des grosses pertes pour Strasbourg, avec André Santos. À quoi? Ouais. Bon, Petrovic dans les buts aussi, qui fait une grosse saison. Diarra, bah quoi. Et ça fait des gars, hein, ça fait pas rien. En termes de temps de jeu, c'est ton premier temps de jeu, enfin, le joueur qui a le plus joué en minutes, c'est André Santos. Petrovic, 3e, Bakwa, 6e, Diarra, 8e. Ah ouais. Ouais, c'est pas rien. Hein, et donc, tu as ça aussi où tu perds. Bah, t'avais des mecs qui étaient attendus, évidemment. Hein, Petrovic et André Santos, de toute façon, c'était des prêts. Donc, oui. Surpris par le départ. Et juste, c'était qui les avait prêtés? Qui les avait prêtés, André Santos et Petrovic? Oui, ceux qui ont prêté Mamadou Sarr et qui vont recruter Emega. Ah oui, t'as raison. Précise-le quand même, on vient d'apprendre aujourd'hui. Oh, grande nouvelle. Alors là, vraiment, je suis tombé de ma chaise, moi, quand j'ai entendu ça. Emmanuel Emega qui se serait rapproché de Chelsea. Oh là là. Oh, c'est une chance pour Strasbourg. Ça veut dire qu'ils l'auront peut-être encore l'année prochaine. Ah bah oui, présenté comme ça, t'as raison. T'as raison. Mais aussi, ça va peut-être aussi être un frein pour le développement de Strasbourg. C'est-à-dire que là, on le voit bien, tu dépenses autant, c'est pour globalement que ton club soit plus compétitif. Mais si on arrive à la fameuse question que la Ligue des Champions, bah, normalement, tu vas pas pouvoir la disputer parce que justement, tu as ton autre entité de l'autre qui la joue. Je vois pas l'intérêt d'aller développer ce club, en fait. Enfin, désolé, un supporter strasbourgeois, ça n'a rien à voir avec vous, mais c'est quoi le projet, en fait? Tu veux développer un club, mais dès qu'il va arriver dans la plus prestigieuse des compétitions, tu vas être obligé de le mettre en stand-by. J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre cette logique-là. Mais bon. Alors après, d'un côté, si Strasbourg fait Europa League, je pense qu'ils seront ravis, les supporters. Hein. Parce que tu mais même quand même un match. Je pense que tu as raison de préciser ça. Ils sont déjà là ravis. Se qualifier pour la Conference League. Et en plus, vu l'effectif qu'ils peuvent avoir, ils peuvent faire un parcours plus ou moins joli. Je dis pas la gagner, mais un parcours peut-être qu'ils peuvent mener jusqu'en quart ou demi. Et ça serait déjà énorme pour Strasbourg. Ah oui, clairement. Donc toi, le top 4, le top 4, qu'on soit clair, faut se positionner. Top 4, j'ai compris, c'est trop ambitieux pour Strasbourg. Tu les vois aux portes du top 4? Pour moi, c'est top 6. Je les mets, en termes d'objectifs, je les mets avec Lyon, européen. Ok. Bah, moi, je vais te dire, si tu prends juste comme ça les clubs, sauf catastrophe, il y a un club qui est capable de faire. Tu as 3 places qui sont prises. Paris, Monaco et le divertissement permanent, l'Olympique de Marseille. Dans un monde normal, les 3 places sont acquises dans une saison où tout se passe bien dans un vestiaire. Jamais dire dans un monde normal quand tu places l'Olympique de Marseille dans la phrase. C'est un peu antinomique. Il y a un truc qui déconne. On va dire que logiquement, sauf catastrophe industrielle à côté, il te reste une place. Et t'as Lille, pour moi, qui a fait un gros mercato. T'as Rennes, qui va être intéressant. Oui. T'as Strasbourg. Et dans une moindre mesure, pour moi, t'as Lyon, c'est selon la tournure des événements sur le terrain et de ton effectif. Donc, tu les vois plus, on va dire, dans cette partie-là, dans cette partie deuxième partie d'Européen, deuxième chapeau d'Européen, et après à voir si ça. Oui, tout ça. Mais t'as raison aussi, il y a la. Si l'effectif prend, parce que voilà, t'as quand même des joueurs de qualité, tu peux évidemment largement faire 4e. Hein. Ah, alors après, le truc c'est que le CV des joueurs en fait. C'est le CV des joueurs pour moi en fait qui pose question là-dedans. Maintenant, il y a pas mal de joueurs. Je vais être très honnête, comme dans plein de débats, je les connais pas. Donc je vais pas aller faire mon expert avec. Oui, ça a été un bon recrutement ou pas. Mais des gars qui arrivent
de Zulte Waregem qui viennent de la réserve de Chelsea ou qui viennent de l'équipe B de Borussia Dortmund, je sais pas ce que ça vaut. Maintenant, sur le papier, ça peut être séduisant. Rossenior est là déjà depuis un an et on voit bien quand même que ce qu'il a pu faire, c'est quand même assez intéressant et il a pu faire déjà progresser des joueurs. Donc oui, ça peut aller dans ce sens-là. Ça peut aller dans ce sens-là. Maintenant, on l'a dit, il y a beaucoup de turnover et peut-être un peu trop quand même. Bah, même beaucoup de jeunes. Enfin, tu vois la stat où c'est le premier effectif hors d'Europe sûr du monde, je sais plus, qui joue qu'avec des joueurs nés après 2000. Ah, je l'avais pas. C'était l'équipe type, hein, ou l'équipe quasi type. Donc ça te montre. Qu'est-ce que fout Ben Chilwell par ici? Qu'est-ce qu'il fout là? Ah bah il vient niquer les stats. Ah ouais, il vient une moyenne d'âge de 23 ans. T'as raison. La moyenne d'âge, il te la flingue complètement juste en arrivant. Non, mais peut-être qu'à l'arrivée, ce type de recrutement un peu clinquant, encore une fois, on parle de Strasbourg, donc Ben Chilwell, ça reste mine de rien un nom pour Strasbourg. Ça peut peut-être aussi encadrer un peu toute cette jeunesse, tout ça. Maintenant, bon, je sais pas dans quel état il est, Ben Chilwell aussi. Ça, on va vite le voir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Strasbourg, ils peuvent jouer 2 compètes la saison. Normalement, tu as l'effectif pour jouer les 2 tableaux. Et vu que la Conference League, c'est une compétition européenne qui est taillée pour des équipes qui peuvent être un peu plus modestes, ouais, ça peut coller. Ça peut coller. Oui, qu'est-ce que je veux dire, ça fera un doublé. Chelsea qui la gagne l'an dernier, Strasbourg qui la gagne cette année. Voilà. Ils en ont pas un troisième dans la galaxie Bluco parce que une époque ils avaient pas aux Pays-Bas genre Vitesse je cherche ou Kakuta il est prêté à un moment il y a des trucs comme ça. Ok. Ça nous laisse une piste, mais c'est vrai, présenté comme ça, peut-être que Strasbourg peut arriver à faire le gros parcours en Europa League, en Conference League et aller concurrencer le frérot. Aller peut-être concurrencer le frérot Bouco. Mais bon. En tout cas, je vois juste, pareil pour ce débat, t'es pas si inquiet que ça t'as envisagé une demi-seconde, peut-être la saison Boulet. Mais là, on a parlé depuis tout à l'heure d'objectifs plutôt élevés, un parcours en Coupe d'Europe. Et pour toi, bon, c'est peut-être pas le meilleur mercato, mais on va être d'accord, c'est un des meilleurs mercatos de cette Ligue 1 2025-2026. En tout cas, oui, là, sur le papier, oui. Bah, je vais attendre parce que, en fait, comme on disait, c'est que tu as eu des grosses pertes, tu as quand même perdu des cadres. Et en fait, de voir si tes mecs qui viennent d'arriver vont réussir à prendre le relais. Et aussi, c'est un peu une réponse de Normand, ça, c'est un peu une réponse de Normand. Je vais attendre de voir au fur et à mesure de la saison et puis je te donnerai mon avis, en fait, mon copain. Ouais, pourquoi pas? Comme Lyon, on va en janvier, comme pour Lyon. Non, mais tu as aussi, pour le meilleur mercato, il faut attendre octobre-novembre, parce que Monaco, ils peuvent rentrer dans la danse. Ok. Si j'aime bien. C'est pas pareil. Mais bon, là, voilà, on va attendre. Là, pour le coup, aujourd'hui, tu peux pas les mettre dedans. Mais oui. Pas différent. Ouais, je te confirme, parce que Ansu Fati, c'est un gros point d'interrogation. Puis alors, monsieur, l'immense Paul Pogba, le chouchou ultime d'Aurélien, ouais, alors là, c'est un double point d'interrogation. Tu vois, c'est un double. Mais bon, après tout, on sait jamais, hein, peut-être. Mais en tout cas, pour Strasbourg, il y a plutôt de l'optimisme. Et okay. Même si le projet, même si on critique évidemment le projet en termes de crédibilité, voilà, c'est fou de dériler le marché comme ça avec Chelsea, mais le projet strasbourgeois sur le papier, il est chatoyant quand même. T'es un coach qui joue au foot, donc tu vois, t'as beaucoup de positifs, très peu de négatifs. Alors, je suis d'accord. Et je pense que c'est ça qu'il faut garder pour Strasbourg. Peut-être que voilà, ses ambitions, ses objectifs, c'est peut-être un peu trop, mais quand on voit on va dire la qualité, on va dire des objectifs, le niveau des objectifs pour Strasbourg maintenant, et qu'on se rappelle de l'époque Thierry Laurey, et je parle même pas de l'époque qui était en Ligue 2 et tout ça, ne serait-ce que juste l'époque Thierry Laurey, ouais, il y a quand même un upgrade qui a été fait. Donc rien que pour ça, bravo Marc Keller. Ok, on peut mais quand même il y a eu un upgrade, quand même, véritablement. Je te dis que Thierry Laurey avec André Santos, il fait pas pareil.
Bah, en fait, je sais, c'est qu'en fait, André Santos avec Thierry Loret, en fait, il est en défense centrale. Voilà. Et en défense centrale. Donc, c'est pour ça. Je pense que j'aurais compris. Thierry Loret, on l'embrasse, hein, mais c'est une légende. Bon, allez, je te propose le prochain sujet. Le prochain sujet, c'est est-ce que l'Atalanta va décliner cette saison? Et on pose la question, est-ce que les Nerazzurri peuvent eux aussi finir dans le top 4? Alors, top 4, non. Moi, non. Mais non. Déjà, c'est niet, c'est pas possible. S'il faut se mouiller, on va se mouiller un tout petit peu. On va se mouiller un tout petit peu. C'est pas européen. Ah, c'est pas européen. D'accord. Le mot est lâché direct. Ça finit hors Coupe d'Europe pour l'Atalanta. Donc c'est hors top 7. C'est comme oui, l'Italie, c'est ça, c'est top 7. Je pense c'est 7 premiers qui sont européens. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et pourquoi? Alors spontanément, pourquoi? Pour un monsieur. On va en parler beaucoup, je pense, de ce monsieur. Un monsieur avec des lunettes? Un monsieur avec des lunettes? Alors, indice, il revient d'une expérience en Angleterre où il a joué 16 matchs, il a fait 13 défaites. Il a pris 0,44 points par match. C'est monsieur Juric. Et c'est triste. C'est triste. Mais attends, avant de dire que c'est triste, je te pose juste une question avant d'aller plus loin dans notre débat. Quand t'entends Juric qui prend la place de Gasperini, qu'est-ce que tu te dis spontanément? C'est une bonne idée parce qu'il y a de la continuité, ou un peu ce que tu sembles de dire, on prend un mec qui sort d'une saison épouvantable l'année dernière pour aller prendre la suite d'une success story, ça déconne. T'es plutôt quoi? La continuité ou ça déconne? Quand il signe, je suis sur continuité. Ouais. Mais très vite, je bascule en c'est pas la bonne continuité. Il y avait mieux. Je pense qu'en cherchant, ils pouvaient, voilà, on va dire qu'ils ont fait ils ont pris la facilité. Bah oui, parce que d'un côté, en fait, cette facilité, je suis assez d'accord, elle te permet sur le mercato d'être moins actif. C'est-à-dire que tu vas peut-être moins avoir à renouveler tout l'effectif comme si c'était un nouveau coach qui arrive avec des nouveaux préceptes et tout ça. Là, tu prends le gars qui se colle parfaitement dans le puzzle dessiné par Gasperini, puisque c'est un apôtre de Gasperini. Ok, ça colle. Sur ça, faut juste dire que Juric, pour l'histoire, il a été coaché 4 ans par Gasperini quand il était encore joueur. Il a été dans le stade de Gasperini à l'Inter et à Palerme. Donc il a été biberonné au Gasperini. Donc c'est Gasperini avec des lunettes. Et peut-être avec moins d'idées. Bon, après, pas. Ah, ben si. Voilà. Non, mais c'est très bien. Tu nous amènes sur un truc. C'est-à-dire que, ok, on voit le profil, c'est quelqu'un qui est similaire et qui va, on va dire, avec les mêmes méthodes plutôt qu'un Gasperini. Maintenant, c'est une réalité. La carrière, tu viens d'en parler un peu avec Southampton, mais tu peux la rajouter avec l'AS Roma juste avant. Roma, c'est 1,25 points par match. Vraiment. Et il est chassé. Vraiment, faut être très par les joueurs aussi. Mais si je dis il est chassé, c'est aussi justement parce que c'est les joueurs qui n'en peuvent plus. Et ça fait un parallèle à ce que tu me disais tout à l'heure. C'est-à-dire que, est-ce que ce gars-là, est-ce qu'il est adapté, premièrement, et est-ce que justement ces fameuses idées qu'il peut avoir, on va dire, théoriques, est-ce qu'il est en capacité de pouvoir les reproduire sur le terrain avec une équipe derrière? Moi, la seule équipe que j'ai pu réellement voir avec continuité de Juric, c'est le Hellas Vérone ou le Torino. Le Torino, un peu, ouais, il fait 3. Ok, c'est des équipes bien en place, qui sont chiantes à jouer, mais franchement, j'ai pas pris beaucoup de plaisir avec ça. Non, mais surtout qu'en plus, tu passes après Gasperini, même si tu as les mêmes idées de jeu et que tu te retrouves là-dedans, qui a fait 8 saisons au club, qui a pris le club qui sortait d'une 13e place de Serie A, qui était un club mid de Serie A, et qui te les a mis sur le toit de l'Europe. Donc c'est vrai que là, c'est difficile. C'est vrai que le challenge est compliqué. Et c'est pour ça qu'aussi, les dirigeants, je pense, n'ont pas pris de risque en se disant c'est un truc casse-gueule de fou de mettre un mec derrière ça, un peu à
je le cite, hein, la Rudy Garcia qui va au Napoli après le Scudetto, c'était casse-gueule de fou et ça, ils sont tous cassés la gueule, à commencer par l'ami Rudy. Mais donc là, ils se sont dit, je pense, à la Talenta, ils se sont dit, si tu prends un mec qui a d'autres idées de jeu, tu repars sur une nouvelle ère, avec cet effectif-là, tu vas pas forcément bouger, que tu n'as pas beaucoup bougé, ça prendra pas. Ils ont fait la facilité pour moi avec ce choix. Et toi, pour toi, est-ce que, hormis là ce qu'on vient de décrire, et je suis totalement d'accord avec toi, c'est un choix de facilité et tout ça. Mais toi, à ce moment-là, si tu es dirigeant de l'Atalanta et tu dois justement procéder à la suite de Gasperini, on va dire, tu as la même idée qu'eux, c'est-à-dire de prendre le gars la peau, ou est-ce que tu prends le risque, quitte à ce qu'il y ait une vraie coupure, une phase de transition, mais tu passes à un nouveau cycle. Moi, perso, je te le dis, je pars sur un nouveau cycle avec un vrai coach, je vais identifier, mais pas la copie Wish, parce qu'il faut être très clair, on va dire les termes, c'est une copie Wish de Gasperini, Juric. Donc moi, franchement, je prends pas ça pour prendre la suite. Bah, surtout que c'est couillon, hein, mais je t'ai cité des coachs clés tout à l'heure. Tu veux partir sur nouvelle ère. Malheureusement, Thiago Motta, il a perdu de sa superbe avec l'échec Juve. Mais ça pourrait coller. Honnêtement, tu me dis Thiago Motta qui récupère l'Atalanta pour prendre la suite de Gasperini, ça a de la gueule. Ça me parle. Et un Paladino, pour moi, même délire. Je suis d'accord. Ces deux choix-là auraient eu du sens. Et je vais même te dire, je crois même que Thiago Motta, ça aurait eu encore plus de sens, parce que lui aussi, alors, il n'a pas été pas autant marqué que Juric, mais il a aussi joué avec Gasperini au Genoa, comment il s'appelle, Thiago Motta, et lui aussi a été inspiré par un Gasperini. Donc, on va dire dans la suite logique, ok, c'est peut-être moins affilié Gasperini tampon, mais ça avait du sens pour moi, plus que Paladino qui joue à 4, et donc il y avait aussi le choix d'effectif, mais Paladino est aussi un choix intéressant parce que c'est un jeune coach qui pouvait peut-être s'inscrire sur 2, 3, 4 ans. Ça pouvait coller. Je suis d'accord. Bah oui. Et en plus, alors peut-être que ça va changer cette année, mais je pense que les dirigeants d'Atalanta, ils sont plutôt patients. Ils ont laissé Gasperini faire son truc. Gasperini, quand la saison post-Covid où ils font 3e de Serie A et le quart contre le PSG ancien, ils font 8e. Non, sa saison encore d'après, pardon, ils font 8e. Ils font 8e de Serie A. Européen, il n'a pas sauté. Enfin, tu vois, alors tu te dis, c'est quand même un échec. Ça faisait 3 saisons qu'il faisait 3e. Ligue des Champions, du coup, donc finance en plus. Avec le parcours en Champions League. Ils font 8e. Et non, tu te dis, bah, on y va. On continue avec lui. Tu prends position contre des joueurs, parce qu'il y a eu des clashs. Oui, c'est ça. Tu regardes. Donc, pour moi, en fait, t'as des dirigeants patients. Et donc, c'était l'occasion de profiter d'avoir des coachs jeunes avec des idées. Donc, Thiago Motta, Paladino, t'en as peut-être d'autres, Dorossi. Oui, mais honnêtement, ces deux choix-là que tu as donnés, franchement, pour moi, ça a du sens. Thiago Motta ou Paladino. Après, libre à toi de choisir ce que tu veux. Mais il y a un message qui est envoyé aux supporters. C'est-à-dire, OK, on a eu un cycle victorieux avec Gasperini qui sera peut-être, on va dire, un truc hors du temps. Mais derrière, on continue, on va dire, d'avoir une certaine ambition. Là, pour moi, c'est un choix qui n'est pas ambitieux. Et quand en plus... Je pense que alors, je me trompe, mais les tifosi font peut-être plus la gueule en apprenant que c'est Juric qu'un Paladino, Thiago Motta, Dorossi. Je pense, hein. Parce qu'eux aussi, ils voient les matchs. Eux aussi, ils voient les matchs. Eux aussi, ils voient les résultats. Ils ont vu la Roma, l'échec de la Roma. Et même si la première ligue n'est pas forcément suivie de fou par les supporters de l'Atalanta. T'as vu le bilan que tu nous as décrit. T'as vu le bilan que tu nous as décrit. On est tous au courant un minimum du parcours du gars. Donc, ouais, c'est compliqué. Et en plus, là, pour le coup, t'as déjà eu 2 journées. Alors, moi, j'ai pas regardé le 1-1, la première journée, c'est contre Pise. Oui, je l'ai pas vu en direct, j'ai vu juste le résumé contre Pise, où tu as des grosses occasions pour gagner. Même dans les stats, tu es au-dessus de Pise. En gros, tu dois gagner, mais c'est un match sans. Et le deuxième match, je me suis fait contre Parme, le 1 avec Coutronnet. Ah ouais. Une purge. Ils sont pas bons et tout. Enfin, là, tu as joué pas deux promus, un promu et un Parme
Ouais, on va dire 2 équipes concernées par le maintien et éviter la relégation. Donc, dans un monde normal, tu fais 6 points. Ah oui. Là, tu as 2 points. Et le calendrier qui arrive, alors tu as Lecce. Bon, voilà, tu continues doucement. Bon, je mets tout calendrier confondu, donc Ligue des Champions. T'enchaînes Lecce, PSG, Torino, Juve, Bruges, Côme, Lazio. C'est vrai que là, pour Juric, il va falloir vite rentrer dans le vif du sujet, hein, quand même. Hein. Va pas falloir trop attendre parce que là, tu as des matchs coup près. C'est-à-dire que la Ligue des Champions démarre, donc évidemment, le niveau s'élève. Les matchs en Serie A, oui, tu vas pas jouer toutes les semaines Pisa ou Parma, donc il va falloir forcément que tu élèves ton niveau. Et puis, il y a un dernier paramètre, on n'en a pas réellement parlé, mais la gestion du mercato de l'Atalanta. Franchement, les gars, vous nous avez habitués à mieux gérer les situations que là, ce qu'on a pu avoir. Parce que là, je partage les stats. Ok, tu as une très belle vente. Je pense qu'on va tous être d'accord. Retegui, quasiment à 70 millions d'euros. Même si il y a la perte sportive, là, je parle juste financièrement. C'est une super belle opération. Ruggeri qui est vendu à 17 millions, pareil. Tu récupères un 12 millions sur un Piccoli, vas-y, c'est parfait. Mais alors, par contre, derrière, pour, on va dire, renouveler la machine, Kristovic, moi, on a beau m'expliquer que c'est un bon petit gars. Moi, franchement, tu perds la mentalité. De toute façon, tu perds forcément avec Retegui. À part si tu allais choper mais t'es la Talenta, c'est dur. Ouais, mais par exemple, il y avait d'autres que Kristovic, et moi, honnêtement, je serais peut-être plus parti. Tu vois, par exemple, et même sportivement, il n'a pas une carrière de dingue, Jean-Philippe Mateta. Mais Jean-Philippe Mateta, l'état dans lequel il est en ce moment, l'état de forme dans lequel il est, honnêtement, je le prends 100 fois plus qu'un Kristovic, qui pour moi, c'est un joueur moyen, c'est un attaquant moyen de Serie A. Ouais, je te trouve un peu dur avec lui. Après, en 25 millions, je trouve ça un peu cher pour lui. Ah ouais. Et après, parce que comme tu venais d'avoir une grosse rentrée d'argent, je pense que tu as. Tu t'es fait pigeonner. Il fallait pour mettre un neuf. Mais tu vois, pour le coup, moi, Kristovic, j'aime plutôt bien. Zalewski, j'aime beaucoup. Ça, ok. Ça c'est un peut joueur qui est jamais titulaire, qui va logiquement être titulaire à Talenta, mais pour moi, qui a toujours jamais été exceptionnel, jamais été très mauvais. C'est un mec, en plus, qui commence à avoir de l'expérience maintenant en Serie A, qui enchaîne les clubs. Donc, moi, pour remplacer Ruggeri, tu vois, j'aime plutôt bien. Et, alors là, il n'est pas dans ton tableau, évidemment, mais tu as Scamacca. Oui, mais alors de quel Scamacca on parle? Est-ce que c'est celui flamboyant qui termine quasiment dans les meilleurs buteurs, ou est-ce que c'est celui qu'on voit depuis malheureusement quelques semaines, quelques mois, qui revient, rechute? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, on n'a même pas parlé 2 secondes. Il y a eu un problème quand même pour moi majeur pour l'Atalanta cet été, mais Ademola Lookman. Mais comment ça se fait que soit il n'est pas vendu, auquel cas tu prends ta belle somme et tu réinvestis derrière? Non, là au final, on est avec un bras de fer et avec un joueur que tu es en train de perdre en fait, gentiment que tu es en train de perdre. Oui. Et en plus c'est un truc con, mais je crois pas en Juric pour le. Ah non. Alors, il va sûrement. Alors, je sais pas, le mercato n'est pas forcément fini encore en Turquie, Arabie Saoudite, mais je pense qu'il va rester. Il va rejouer forcément. T'es obligé. Oui. Et donc, il va te faire du bien, c'est évident. C'est juste que oui, alors état d'esprit, est-ce que tu as forcément perdu un peu du bonhomme? C'est mal géré en fait. Parce que là, comme on vient de le dire, c'est quasiment ton top player, ton meilleur joueur de l'effectif. Je dis, soit tu actes que tu le vends, et auquel cas, l'Inter proposait 40, voire même avait augmenté un peu son offre. Franchement, 40 pour Lookman, vu la situation de contrat, ça collait parfaitement. Tu refuses, pas de problème. Mais alors, dans ces cas-là, tu t'es quand même bien assuré que Lookman, tu vas pas le perdre mentalement, parce que là, ça a été ça le résultat. Ça part au bras de fer. Et là, je te dis, tu te retrouves avec un Lookman qui est même pas là sur les 2 premières journées. Donc, en plus, déjà, tu as des incertitudes, mais factuellement, ton meilleur joueur, putain, il est en stand-by. Alors, d'un côté, alors moi, oui, le cas est évidemment très mal géré. Mais d'un autre côté, les dirigeants te montrent aussi qu'ils veulent rester compétitifs, je pense, en gardant. Parce que tu viens de perdre Retegui, alors c'était pas prévu.
Ouais. L'offre est arrivée comme ça, sans que ce soit voilà, un peu inespéré. Tu perds dans le même mercato Retegui, Lookman. Ça fait beaucoup, je suis d'accord. Quand même voilà, tu prends une bonne claque derrière la tête. Donc je pense qu'ils ont peut-être forcé en gros disant je sais plus ce qu'ils demandaient, mais je me dis 55 millions et pas moins. Pour dire bah écoute, si ils mettent les 55 millions, nous on est gagnant, on a 55 millions, tu vas aller chercher 2 joueurs pour remplacer. S'ils mettent pas les 55 millions, tu restes, on va dire, compétitif. Et après, bah, le problème, c'est que le joueur, il n'a pas forcément le même message. Clairement. Et puis, si tu ajoutes que l'été dernier, il voulait déjà se barrer au PSG, l'Atalanta lui a fermé la porte en lui disant non, c'est mort. Je rappelle juste, quand tu vois la saison qu'a fait le PSG, t'es Lookman, tu peux te dire, j'aurais peut-être pu faire une jolie saison, mais à la limite, voilà, tu vois. Mais à la limite, ok, c'est pas grave, j'ai refait encore une saison, mais je repars. On rappelle en plus les rapports compliqués avec Gasperini, qui à certains moments le pourrit complètement en conf de presse, avec t'as loupé ton péno. L'idée de rater un penalty aussi, c'est fou. Un penalty. Donc au final, tout ça fait que, pour moi, tu le laisses partir pour le chèque de 50 millions. Et même, là, c'est un autre débat parallèle, mais l'Inter, j'ai même pas compris pourquoi ils ont pas réellement été dessus. Parce qu'au final, tu te retrouves avec pas une vraie alternative à Lautaro Thuram. On aura beau me dire que Ange Boni, là, c'est peut-être un choix d'avenir. Ok, mais c'est pas une garantie comme un Lookman que tu pourrais faire signer maintenant. Moi, vraiment, dans cette histoire, je pense que personne n'y a gagné. Vraiment, personne n'y a gagné. Que ça, moi, je comprends pas l'Inter forcément, mais je comprends pas qu'un autre club soit pas venu sur Lookman. La première ligue, ils ont lâché des 70 millions, des 85 millions sur des mecs. Ballon d'or africain, triplé finale d'Europa League. En Serie A, il a staté. Le mec, c'est un feu follet. Et t'as personne qui est venu. Et en plus, connaît la première ligue, il a fait toute sa formation là-bas, il est anglais d'origine aussi, il est anglo-nigérian, donc il y avait tout qui collait. Ah, je suis d'accord, j'ai pas compris qu'un club de première ligue. Newcastle, tu sors 85 millions sur un tel, oui, ça, je sais plus, 65 millions, 60 millions. Alors, et puis ils ont mis sur qui, Newcastle? Un attaquant allemand, un peu plus cher. Voilà. Non, mais il faut 55 millions sur Lookman. Je pense que la Atalanta, ils disent oui. Et tu payes moins cher qu'un Wissa. Alors, j'ai rien contre Wissa. Mais pour moi, aujourd'hui, Lookman, il est au-dessus de Wissa. Tu payes moins cher et tu as un joueur qui a beaucoup plus prouvé au haut niveau qu'un Wissa qui a prouvé qu'en première ligue. Et je pense que même Yohan Wissa, tu lui poses la question, je pense qu'il te dira sans problème, écoute, Lookman, vraiment, c'est quand même un petit niveau au-dessus de moi. Ouais. Mais tu l'as dit, Wissa, il a progressé, c'est un bon joueur. Mais quand tu vois ces tarifs-là et le prix d'un Lookman, parce qu'en plus, Lookman n'est pas si vieux, hein. On parle pas d'un gars qui a 30 ans, hein. Tu vois, on parle d'un gars qui est encore dans la force de l'âge. On prend que l'exemple de Newcastle, hein, mais il y a d'autres clubs en première ligne. Oui, non, mais t'as. Donc c'est aberrant. C'est complètement dingue et ça prouve que, pareil, cette gestion de mercato, je sais pas comment on peut la qualifier, mais en tout cas, pour moi, c'est pas maîtrisé, vraiment, de la part de. D'un autre côté, ils ont aussi, dans leur mercato, tu as une sorte de. En fait, ça va avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu es dans la continuité. C'est que tu chamboules pas ton effectif, c'est qu'ils ont. Tous les mecs qui étaient en prêt, ils sont là. Samardzic, Prescianini, et là, bon, tu as pris Moussa à Milan en plus. C'est juste qu'à un moment, enfin, pour reprendre le sujet de départ, c'est que aller trop, en fait, tu as un projet qui a duré 8 ans et tu veux prolonger ton projet encore. Les projets aussi longs, je ne sais pas si ça existe en Europe. Hein. 8 saisons déjà, le projet est 8 saisons. Il y a forcément un an où ça va péter et voilà. Pour revenir à la question, pour moi. Et pour terminer, c'est-à-dire que j'entends encore une fois le côté continuité, pas de problème, mais si au final le coach que tu as choisi, il te pète dans les mains parce qu'il n'arrive pas à tenir le groupe dans 2 mois, bah tu vas faire quoi? Tu vas finir avec cet effet bancal quoi? Il peut y avoir un changement. Si Juric saute, là, la prochaine trêve, c'est après Com, je crois. Ouais, après l'enchaînement que tu nous as dit, Com, ouais. Allez, on se dit qu'ils prennent 3 points Lecce, 1 point Torino, et 0 points le reste. Donc, ils prennent 4 points, ils ont 6 points en championnat quand les autres en auront 15. Comment ça va, urgence? Tu le sautes, tu vas sortir Gomota.
moi, je change mon. Je change d'idée. Après, Thiago Motta, ça peut se faire ta gueule. Mais tu peux encore te sauver. Mais faut que ça, en fait, pour te sauver, faut que ça fasse une Roma. Faut que ça se pète la gueule. Ouais, donc, ouais. C'est très vite. C'est les pires scénarios, ça. C'est-à-dire où, en tant que supporter, tu es obligé d'espérer la défaite de ton club pour pouvoir espérer que ton club, sportivement, derrière, reprenne sa marche en avant. C'est un côté un peu schizophrène. Hein. Mais tu vois ce que tu veux dire. Ah oui, sur le papier, tu as quand même des bons joueurs. Là, on les avait avec nous. C'est-à-dire que ça soit Ederson, on l'a dit Lookman, que ça soit Maldini, De Ketelaere, Scalvini, Carnecet, vraiment, il y a de la qualité dans l'effectif. Donc, c'est pas le problème. Là, le souci, c'est le chef d'orchestre. Je pense que là, on l'a bien rhabillé. Je pense que là, on l'a rhabillé bien pour l'hiver. Bah oui, mais tu fais une liste simple. Dans le désordre. C'est pas pour un ordre pour classement. Juve, Milan, Napoli, Inter, Roma, on peut dire Gasperini ça prend. Donc Roma devant. Fioli ça prend. Bologne. Lazio. Ça fait beaucoup. Comme. Un Comme qui peut. Ouais. Non, mais là, les noms que tu m'as dit, ça colle. Ça peut largement terminer devant l'Atalanta à la fin de saison, largement. Ça peut aller vite, hein. Supporter de l'Atalanta, on va pas vous souhaiter réellement ce qu'on voit, mais le contexte y pue quand même un petit peu. On est négatif. Peut-être que Juric, en fait, c'est un club à part. La continuité, ça prend de fou. Scamacca, son genou, là, il le laisse enfin tranquille. Tu fais 4. Bon, la proba, pour moi, il y a quand même plus de chances que ça se pète la gueule. Là, c'est pas ça, mais c'est que là, dans ta prévision, il y a quand même vachement de planètes qui s'alignent. Alors après, moi, je sais pas, je suis pas physicien, astronomiste, ou ce que tu veux. Mais moi, je vois juste que là, ça fait quand même beaucoup de si et beaucoup de planètes à s'aligner. Moi, je reste sur l'idée qu'on a depuis le départ. C'est un mauvais choix, Juric. La transition, elle a pas été super bien gérée. L'été, il a pas été bien géré. Et l'effectif, pour moi, il a tout pour se casser la gueule. Alors après, moi, je les vois pas descendre en série B. Je les vois pas non plus finir 13 ou 14e. Mais le fameux scénario que tu as décrit, avec quand même toutes les équipes sur le papier plus fortes que l'Atalanta qui finissent devant l'Atalanta en fin de saison, c'est pas non plus une cote complètement dingo. Donc moi, je vais dans ton sens. Je mets la petite astérix. Tac, tac, tac. En bas, on regarde. Juric saute à la 6e journée, l'Atalanta finit européen. Ok, écoute, c'est bien, tu l'as noté, c'est bien, c'est parfait. On l'a enregistré, je pense qu'on peut pas mieux faire. Bon, allez, je te propose le dernier débat de notre petit foutoir. Alors, ça va être Lucas Chevalier. Peut-il prendre la place de Mike Maignan? Et on pose la question, est-ce que le transfert au PSG peut changer la hiérarchie chez les Bleus? Est-ce que toi, tu crois à ça? Ou là, pour le coup, tu te dis non, c'est complètement improbable. Mike, il est bien fixé. J'ai milité en interne pour que ce soit ça, mais il ne deviendra pas titulaire pour moi pour la Coupe du Monde. Une bonne raison. Ah, vas-y, donne-moi ça. Didier Deschamps. Dans l'esprit de débat. Merci pour ce débat, Paul. Franchement, mais je suis assez d'accord. En fait, à partir du moment où tu as dit c'est le choix de Didier Deschamps, je pense qu'on peut s'arrêter là. Pour moi, dans l'esprit de Deschamps, c'est impossible. Il n'est même pas envisagé. C'est pas envisagé du tout. Maignan, en tout cas, pour l'instant, il a toujours été bon avec les Bleus. En plus, il a toujours répondu présent, toujours fait des parades décisives dans des matchs chauds. Match contre l'Espagne. Ouais, mais tu prends la marée contre l'Espagne. Ouais, mais tu prends une marée. Il sauve pas le navire. Mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi dans l'ensemble. Maignan, il a des références solides en équipe de France. Je suis d'accord. Après, Maignan, tout dépend des blessures. Merci. Alors, merci. Tu vois, j'ai été surpris. Oh, moi aussi. Maignan, sur les 2 dernières saisons, je fais la même. Il rate que 11 matchs. Ouais, mais je suis d'accord. Non, mais le pire, c'est même la saison dernière. J'étais persuadé d'avoir vu Sportiello, mais des dizaines de fois.
Et au final, bah non, en fait, j'ai juste halluciné parce qu'en fait, il a loupé. Ouais, t'as dit 11 matchs sur les 2 dernières semaines. 11 matchs avec Milan, 1 avec les Bleus. Bon. Donc là, la fameuse excuse que j'allais te sortir avec ouais, mais Mike, les saisons complètes, c'est compliqué tout ça. Bon, là, il sort de 2 saisons plutôt pleines. Bah, c'est ça. Et alors après, il y a la saison dernière, sur le terrain, il n'est pas ouf. Ah non. Il n'est pas aussi bon que les saisons précédentes. Ah non, très clairement. Il arrive à avoir là, avec une tactique basée sur la défense, un coach avec des convictions, peut-être qu'il va sortir du bois et redevenir, voilà, un mur. Parce qu'il fait toujours sa parade hebdomadaire. Hein. Moi, c'est la parade de Mike, elle est toujours là. Ah non, alors ça, par contre, et t'as raison, tu rigoles dessus, mais t'as raison, faut aussi le préciser. Maignan, on le voit, que ce soit en équipe de France quand il est aligné, on le voit bien, le niveau de performance, il n'y a pas de, on va dire, comment dire, il n'y a pas de saute de niveau de performance énorme. Alors oui, il y a des périodes comme n'importe quel joueur et n'importe quel gardien où tu es meilleur que d'autres. Par contre, moi, si je pose cette question-là, en fait, sur Maignan, c'est que est-ce que ce transfert de Chevalier au PSG, ça met pas, on va dire, une autre lumière sur Chevalier? Et donc, quand ça met une autre lumière, est-ce qu'on va pas voir aussi Chevalier maintenant un peu comme d'égal à égal avec Maignan dans les jeux de Deschamps? En fait, avant la Coupe du Monde, donc sous Deschamps, je pense pas. Je pense post-Coupe du Monde avec Zizou normalement, oui, je pense que tu repars sur un vrai pied d'égalité. Un truc où c'est... Ouais, je pense. Bah, selon les perfs de Chevalier, évidemment, avec le PSG. Hein. Ça dépend aussi de ça. Mais là où il est attendu... À performance égale, toi, tu sembles dire, et je suis pas très loin d'aller dans ton sens aussi, en gros, vu la gestion de Didier Deschamps et le timing qu'il peut y avoir avant ce début de Coupe du Monde, et le niveau de performance d'un Maignan qui est pas non plus déclinant, bon, il y a tout pour que Chevalier il passe le mondial sur le banc, quoi. Si je comprends bien. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Après, tu vois pas. Pour moi, il y a pas de monde. Alors là, après. Ouais, vas-y. Non, c'est juste que même s'il a déjà fait avec Lille l'an dernier, où il a attendu énorme, la pression elle est sur Chevalier aujourd'hui. Parce que lui, il a attendu avec le PSG. Surtout, en Ligue 1, il n'a pas touché un ballon encore. Mais en Ligue des Champions, il a attendu. Et c'est là, il va falloir prouver, si tu passes derrière un Donnarumma qui a fait une campagne européenne, en tout cas de la phase finale, monstrueuse. C'est là où il y a la pression qui va être sur lui. Et on va voir si, alors après, peut-être que je me trompe, mais sur les 2 tirs ou 3 tirs que tu auras à concéder, bah, si tu réponds présent ou si tu vas comme Donnarumma contre l'Atlético Madrid, tu vas le chercher au fond des filets. Bah, c'est ça. Maintenant, c'est là aussi il va être attendu. Je vois ce que tu veux dire et c'est aussi on va dire un peu une vraie interrogation au niveau de Chevalier parce que on a pu voir des choses, on a pu remarquer que le gars passe, on va dire, valide toutes les étapes de la progression classique du gardien. Maintenant, on arrive au dernier cut en fait. C'est-à-dire, tu arrives au dernier étage. Comment tu arrives à mettre le titulaire sur le banc? Là, de ce que tu me décris, et je suis assez d'accord, il n'y a pas d'argument, en fait. Hormis d'un transfert, mais un transfert dans l'esprit de Deschamps, ça semble pas être le déclic pour faire basculer la hiérarchie pour toi. Pour moi, il y a 2 choses qui peuvent faire basculer la hiérarchie. Ouais. C'est une blessure de Maignan. Un moment où tu as un rassemblement avec 2 matchs et que Chevalier sort de performances monstrueuses. Et là, l'autre, il peut douter, forcément, hein, si tu réponds présent. Et alors, il y en a une, mais sauf qu'elle elle est tuée direct parce qu'il a déjà prouvé que non, Maignan, mais tu as un petit comparatif Mandanda-Lloris, où c'est Mandanda au début qui reprend le flambeau. Ouais. Et sauf qu'il a, alors moi, de mémoire, il perd sa place parce qu'il n'a pas une assurance chez les Bleus. Alors qu'à l'OM, il n'y a rien à dire en club. Et chez les Bleus, pour moi, il n'a jamais eu une assurance monstrueuse, Mandanda. Tu n'as jamais été aussi serein qu'à Marseille. Ah non, on n'a jamais vu le Steve Mandanda, on va dire, meilleure période de l'OM. On l'a jamais revu avec le maillot de l'équipe de France. Donc, il y a... Et donc, c'était pour moi une possibilité où tu pouvais avoir le petit changement, sauf que le problème, c'est que Maignan en bleu, il y a une petite assurance quand même. Il a prouvé que
Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que il y a plusieurs éléments qui vont dans ce sens. L'Euro 2024 va dans ce sens. C'est-à-dire que il incarne le poste. C'est un leader. C'est un mec respecté qui fait aussi, là pour le coup, ça c'est un avis perso, mais qui fait aussi peur à l'attaquant adverse quand il arrive en face à face. Il a ce côté aussi, on va dire un peu charismatique. C'est pas forcément une grande gueule, mais un mec charismatique que n'avait pas toute cette panoplie là, n'avait pas Steve Mandanda. Alors oui, bien sûr, on va dire le fait d'avoir Chevalier qui pousse derrière, bah ça peut peut-être aussi à certains moments on va dire te rajouter une pression supplémentaire et te faire faire des erreurs. Maintenant, j'ai pas ce sentiment-là pour Maignan. J'ai pas l'impression, tu vois, que la concurrence de Chevalier derrière, il a le souffle dans le dos et ça commence à le faire paniquer. Maintenant, carrément. Attention à une chose. Alors, bien sûr, tu as raison. Comment il s'appelle? Deschamps, il n'est pas forcément soumis à l'opinion et à la pression médiatique. Maintenant, si tu as un Chevalier qui est au PSG, qui est déterminant, qui est bon et que le PSG va loin, attention quand même. Attention quand même parce que tu risques d'avoir une petite musique qui va être installée avec de toute façon quoi? On sait que Chevalier, c'est la suite. Donc, pourquoi on continue? Ah oui. Pourquoi on continue? Oui, mais attends, mais ça, tu sais ce que ça rejoint? Ça rejoint le mondial 2022. Lloris prend place et tu sais que Maignan, c'est la suite. Parce que tu as les débats à l'époque. Ah ouais, je suis d'accord. Maignan, il est déjà bon. Tu as les débats en disant, bon, différence avec Lloris et capitaine. Où tu te dis qu'il est indéboulonnable, ton capitaine, tu le sens pas. Attends, oui, mais attends. C'est un peu pareil. Maignan, il est blessé. Il est pas blessé pendant le mondial? Ah, au final, il est blessé. Ah oui, mais au final, il est blessé. Oui, mais je te parle les mois qui précèdent le mondial où tu as cette. Oui, parce qu'il y avait cette question-là, même qui se posait, même sur les pénaltys et tout ça. On disait, ah ouais, mais peut-être c'est le moment d'installer Maignan. T'as raison. Mais pour la Coupe du Monde, il n'est pas là, Maignan. Il n'est pas là. Oui. Non, mais non, pour moi, ça rejoint un peu ça. En fait, le mondial, il arrive trop vite pour trop vite. Ouais. Il n'a qu'une saison. Il n'aura qu'une saison. Et à moins que Maignan, ça soit cataclysmique avec Milan et qu'il soit mis sur le banc, fin de contrat, mais juste pour une seconde, vu le niveau qu'il a. Pour moi, c'est pas possible. T'es trop lancé dans le cycle pour changer un mec qui s'est imposé vraiment sur le terrain. Et je pense dans le poids de vestiaire aussi, qui est important et tout. Pour moi, c'est pas Deschamps, c'est pas Deschamps. Donc donc pour trancher notre débat, le seul moyen, Lucas, pour que tu puisses avoir ta place en équipe de France, c'est un peu moche, mais il faut une blessure, quoi. Il faut une blessure de Mike. Je pense. ou alors qu'Allegri devienne fou et qu'ils se disent en janvier, c'est bon de touche, mon pote, t'as pas prolongé. Oui, bon, d'accord, ouais, ok. D'accord. Vu le discours du bonhomme qui a responsabilisé Maignan depuis qu'il est arrivé, limite c'est son deuxième fils maintenant. J'y crois pas une demi-seconde. C'est de la com pour Claude qui prolonge. On le connaît. Hein. Et on la connaît l'histoire. C'est que il prolongera pas du tout, il va se tirer gratos et au final, en plus, très bien, il va faire une saison, mais il va se tirer gratuitement et merci tout le monde. C'est un truc con, mais tu vois, s'il était parti cet été. Alors, je sais pas dans quel club, Chelsea, Manchester, United. Là, tu avais une possibilité pour Chevalier. Si Maignan partait. Il avait bougé. Oui. Tu avais une petite porte qui s'ouvre. En plus, si c'était Manchester United, oui, là, franchement, il y avait moyen de mettre un doute dans l'esprit de Deschamps. J'ai pris le bon club pour qu'il y ait un doute. Hein. J'ai pas pris Chelsea. C'est qui le titulaire? C'est plus Chelsea qui était sur le coup. C'est qui le titulaire à Manchester United? André. Il est parti, non? Non, André Onana. Il est parti. On va demander à notre expert. Mais pour moi, il est parti. Là, il est dans l'avion pour la Turquie. Ah, il est parti pour la Turquie? Oh, putain, pour moi, il est parti pour la Turquie en prêt. Ok. Bon, bah, alors autant. Bah, mince. C'est un running gag qui s'enlève. Ça, c'est un peu con. Ça, c'est quand même un petit peu con, ça, cette histoire de. On aura ses highlights turcs.
Ouais, mais c'est pas la même chose, tu vois. Il y a moins le côté. Évidemment. Hein. Eh oui, tu vois. La première ligue, on a quand même vu dessus, on sait quand même toujours ce qui se passe. Et donc, une bourde d'André Onana, tu vois, ça permet d'égayer un peu un week-end, un match un match un peu lambda. Bon, là, c'est dommage. On va le perdre un peu. Il faudra attendre le match Maurice Cameroun dans un mois. Pour avoir une frappe mauricienne avec Onana statique. Si l'île Maurice va taper le Cameroun, là, je peux te garantir que là, on va en entendre. On va en entendre si c'est le cas. Bon, ça, c'est un autre sujet. Bon, écoute, ok, on a compris pour Lucas Chevalier. Bon, ça va être compliqué pour lui, mais bon, on sait jamais. Peut-être à part une blessure, il n'y a pas globalement de chance de le voir. Non, on aura testé. Hein. Bon, merci mon copain. Ouais. Merci à toi d'avoir participé à ces petits débats. Merci à toi. Tu le sais, tu reviens quand tu veux au FC Copain, tu es à la maison. Et puis, si tu as envie de venir pour un débat avec le grand Aurélien, tu es bienvenu, tu le sais. La balle est dans son camp. Ok. Non, mais vraiment, hein, on a un fil rouge entre les deux. Peut-être à un moment donné, on aura un débat avec les deux. J'essaye, hein, encore une fois. Amis du FC Copain, j'essaye de les réunir, mais c'est compliqué. Un débat Sinayoko lance-Auxerre, qui est responsable. Bon. Ça, c'est un sacré teasing parce qu'en plus, il y a un débat Sinayoko Auxerre qui arrive dans quelques heures. Je peux pas dire mieux. Donc, franchement. Bon, merci à toi, en tout cas, mon copain. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et puis, vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao.